Effectivement, ça fait moins d'un an qu'on a le robot Baxter au laboratoire de mécatronique. Moi, personnellement, ça fait environ 6 mois que j'ai l'occasion de m'amuser un peu avec. Donc, il n'y a pas de projet formel en ce moment qui est assigné à ce robot-là, mais j'ai l'occasion de faire un peu des expériences, d'essayer de le faire bouger. Donc, c'est vraiment moins de 6 mois que je travaille là-dessus et à temps très perdu. Donc, c'est une introduction qui, j'espère, permettra d'avoir des idées. Donc, on aura l'occasion de faire une discussion, j'imagine, qui pourrait être productive pour la suite des choses, la suite des expériences avec le Baxter. Donc, à quoi il ressemble le robot en tant que tel? Donc, c'est un robot qui a été produit depuis quelques années par la compagnie Rethink Robotics. C'est un robot humanoïde avec 2 bras, une tête, comme vous pouvez le voir, le torse ici, et il m'arrive environ là, donc c'est quand même quelque chose d'assez gros, mais comparativement à d'autres alternatives, c'est un des robots les moins coûteux sur le marché pour le nombre de libertés de fonctionnalités qu'il possède. Donc, sur la première diapositive ici, j'ai organisé un peu les entrées du robot, les sorties du robot. Donc, comme entrée, c'est sûr, en plus de la connexion à l'ordinateur qui permet de envoyer beaucoup d'informations, le robot possède 3 caméras, donc une à l'extrémité de chacune des mains et une autre sur la tête. Le robot possède un anneau de sonar, donc 12 sonars répartis en cercle sur la tête qui permettent de détecter une présence, de détecter des objets dans son espace de travail. Le robot possède également des capteurs infrarouges sur chacune des mains. Et en plus de ça, donc, il y a des boutons de navigation. Alors, ce là ici, avec 2 boutons et une roulette, est reproduit sur le bras également et sur les côtés du robot. Donc, s'il y a des boutons sur le robot, sur le corps du robot, c'est parce que contrairement à d'autres produits avec lesquels vous avez peut-être eu l'occasion de travailler, c'est un robot qui ne demande pas de cellule de travail. Donc, c'est un robot qui est conçu pour être sécuritaire. Alors, on peut l'accrocher, évidemment pas vraiment tout le temps, en mouvement en pleine vitesse, mais lorsqu'il est à faible vitesse ou lorsqu'il est arrêté, on peut l'accrocher sans aucun problème et lui rentrer des commandes ou interagir avec le robot à l'aide des boutons ici. D'ailleurs, si jamais il y a des questions en cours de présentation, n'hésitez pas à lever la main. Peut-être que je vais revenir sur le sujet plus tard, dans ce que là je vais vous le dire. Mais sinon, si on passe rapidement sur quelque chose, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir de prendre un peu de temps là-dessus. Du côté des sorties, donc, chaque bras possède 7 degrés de liberté, ce qui reproduit un peu le fonctionnement d'un bras humain. Également, en option, il y a la possibilité d'avoir une main à l'extrémité du bras, donc 2 degrés de liberté supplémentaires pour la fermeture de la main droite et la fermeture de la main gauche. C'est une option qu'on a prise, bien sûr, parce qu'on est intéressé par l'appréhension. Alors, on va installer des mains sur notre robot. Et également, des degrés de liberté pour la tête qui peut tourner et se déplacer de haut en bas. Donc, d'autres sorties également, des lumières un peu partout, mais ça nous intéresse moins pour le contrôle du robot. Également, attention sur le repère absolu, donc en X, Y, Z, le point de base et le centre du torse. Donc, en particulier, si on regarde un des bras, donc on a 7 articulations qui sont identifiées avec la lettre S pour les articulations de l'épaule, shoulder, E pour les articulations du coude, elbow, et W pour les articulations du poignet, wrist. Donc, si vous remarquez, les axes des 3 dernières articulations s'intersectent au poignet, donc c'est un robot qui possède un poignet sphérique, ce qui est bon bien sûr pour le contrôle d'orientation de l'outil. Et d'ailleurs, les noms des articulations sont importants. On ne fonctionne pas par numéro, par exemple, θ1, θ2, θ3, ainsi de suite. C'est important quand on fait la commande du Baxter, comme vous vous rendez compte, d'associer le nom d'une articulation à une commande. Donc, je vais vous montrer quelques exemples par la suite. Si on regarde à l'intérieur, donc justement, une des raisons pour lesquelles le robot est considéré comme étant sécuritaire, parce que chacun des actionneurs qui contrôlent les articulations est en série avec un élément élastique. Donc, c'est une technique qu'on appelle la SEA, ou Series Elastic Actuators. Donc, l'idée étant que si un élément élastique qui se déforme quand on essaie d'appliquer un couple, ça permet premièrement d'être sécuritaire si jamais une collision. Par exemple, si vous avez un robot FANUC qui rentre dedans et le robot va bloquer
alors que et vous allez être écrasé, alors que le Baxter, s'il y a une collision, on est capable après de le bouger si on applique suffisamment de force, donc c'est moins dangereux. Également, le fait que ce soit un élément élastique en série, ça permet de mesurer le coût aux articulations, ce qui est assez intéressant. Par exemple, si on veut faire du contrôle en limitant son impédance, donc on est capable de mesurer la déformation de l'élément élastique, ce qui permet de déterminer le coût aux cette articulation. Donc on va se concentrer maintenant sur les mains. Alors, justement, avec les libertés qu'on a à l'extrémité de chacune des mains, c'est une glissière. Donc, deux glissières métalliques ici qui se rapprochent ou s'éloignent. Alors, on n'a pas gardé les doigts métalliques ou en plastique dans notre cas, qui venaient avec le robot. À la place, comme vous allez voir dans la vidéo, c'est une main sous-actionnée qui a été installée. Donc, c'est pas une main qui venait avec le robot à la base, c'est un prototype qu'on a fabriqué. Justement, une des premières tâches qu'on a essayé, c'était de déplacer la main pour essayer sur le Baxter, pour essayer de saisir des objets différents. Donc, dans une des vidéos que je vais présenter par la suite, vous allez voir le Baxter être capable, avec la même main, de saisir avec une prise enveloppante des objets circulaires, comme une bouteille par exemple, ou de saisir avec une pince, une prise en pincée des objets étroits comme le bouchon de la bouteille. Vous avez tous fait ça. Et maintenant, donc, j'attire bien sûr votre attention sur le référentiel outil qui est associé à l'extrémité de la main. Donc, au centre de l'outil, on a les trois vecteurs, le vecteur d'approche, le vecteur de rotation, le vecteur normal. Et tout le problème de cinématique directe consiste en fait à faire le lien entre le repère de base et le repère de l'outil en fonction des différentes coordonnées articulaires. Donc, si on est capable d'avoir la valeur de chacune des articulations, on devrait être capable de savoir la position et l'orientation de l'outil à la fin. Alors, pour ça, justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les coordonnées, les paramètres intermédiaires du robot. Donc, j'ai envoyé une commande pour fixer toutes les articulations à 0. Justement, on peut voir que le robot n'utilise pas les paramètres habituels, c'est-à-dire qu'il y a des petits décalages ici, des offsets. Donc, lorsqu'on fixe toutes les articulations à 0, le robot va mettre sa main à l'horizontale et va la pointer donc, à 45 degrés vers l'avant, ce qui nécessite l'ajout de 45 degrés ici à l'angle θ de la première articulation. Également, pour prendre en compte l'orientation finale ici de l'outil, pour ajouter 90 degrés pour l'orientation de l'autre articulation de l'épaule. Alors, au final, avec ce modèle, on est capable de valider la position de l'extrémité, l'orientation de l'extrémité en fonction des variables articulaires. Puis, ça ici, c'est les valeurs théoriques, les dimensions qui sont fournies par le manufacturier. Mais en fait, étant donné que chaque robot est légèrement différent, les valeurs exactes des différentes dimensions et des différentes positions de référence sont mesurées et sont fournies avec le robot dans un fichier auquel on a accès en utilisant une commande dans ROS, qui s'appelle ROS Param, et qui permet d'avoir une description du robot. Et c'est ça qui me permet de faire le lien en fait avec ROS, qui est la plateforme logicielle qui permet de faire l'interface avec le robot. Et en fait, avec beaucoup d'autres robots à travers le monde, de plus en plus, c'est populaire. Il n'y a pas juste le Baxter qui utilise cette plateforme logicielle-là. Est-ce que parmi vous, certains l'ont déjà utilisé? Un peu? Bon, ben, excellent. Pour les autres, alors, je vais pouvoir vous montrer les expériences que j'ai faites, où je me suis rendu dans les quelques mois que j'ai utilisé cet outil. Alors, comment ça fonctionne, le Robot Operation System? L'idée étant de rendre les différents processus aptes à communiquer les uns avec les autres. Donc, si vous avez un programme qui roule sur votre ordinateur, vous avez le robot à côté, il faut que vous soyez capable de communiquer les uns avec les autres. Vous pouvez avoir d'autres processus encore sur d'autres machines, par exemple avec un Raspberry Pi ou un autre capteur supplémentaire, ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir autant de processus qui roulent en parallèle et qui communiquent les uns avec les autres
que vous voulez sans qu'il y ait de problème grâce à l'utilisation de Ross. Donc, comme je dis, c'est un paradigme de communication en sens unique et plusieurs à plusieurs. Donc, c'est pas quand vous avez deux processus qui essaient de communiquer les uns avec un autre, ils vont envoyer ce qu'on appelle des messages. Donc, vous avez certains les messages sont groupés sous forme de topic, de sujet. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un sujet dans le contexte du contrôle du Baxter qui s'appellerait Join Positions, qui en permanence, le robot enverrait le topic Join Positions, un message sur ce topic-là pour dire que ceci sont mes positions actuelles, mes positions en ce moment. Et donc, s'il n'y a personne qui écoute ce message, ben, il va y avoir rien qui va se passer. Mais si moi je rajoute un deuxième nœud, par exemple mon ordinateur qui a besoin de lire les positions articulaires, je vais définir sur ce nœud-là un subscriber, un abonnement au topic en question, donc au topic des positions articulaires, pour pouvoir établir une communication. Et le nœud maître, en ce moment, agit un peu comme un serveur DNS dans un réseau. Donc, lui, il recense tous les sujets que les différents nœuds se proposent de publier ou d'abonner. Regarde si, à quelque part, il y a le même nom. Donc, s'il y a le nœud 1 qui veut publier le sujet A et le nœud 2 qui veut écouter le sujet A, mais il les met en lien l'un avec l'autre. Donc, ils sont maintenant en mesure de échanger l'information. Ça va dans une seule direction. Et c'est quelque chose qui permet une communication qui est très flexible, en fait, parce que le nœud qui émet l'information, il ne se soucie pas si c'est quelqu'un qui est en train d'écouter ou pas. Donc, si vous débranchez le nœud qui écoute, ben, ça n'affecte pas la performance du nœud qui émet. De la même façon, si les processus sont bel et bien indépendants, vous devriez être capable de mettre plusieurs nœuds qui écoutent, plusieurs nœuds qui émettent de l'information, et gérer toute cette communication sous forme de topics indépendants. Alors, juste un exemple. Si dans Baxter, sur l'ordinateur, on lui demande de faire la liste de tous les sujets qui sont publiés, on va voir une liste de presque plus d'une centaine de sujets. Par exemple, le topic Camera Right Hand, Camera Image a le potentiel d'envoyer en permanence ce que la caméra de la main droite voit. Par exemple, le topic Robot and State a le potentiel d'envoyer en permanence les coordonnées articulaires, les deux articulations de la tête. Et s'il n'y a personne qui écoute ce message-là, il n'y a rien qui va se passer. Mais si moi je décide de créer un subscriber à ce topic-là, eh bien, il va y avoir une communication qui va s'établir et je vais être abonné maintenant à l'information en question. Oui? Est-ce que les joints envoient toujours, même s'il n'y a personne qui écoute? D'après ce que j'ai cru comprendre, justement, s'il n'y a personne qui écoute, il n'envoie pas l'information. Mais il fait savoir au masternode, au nœud maître, qu'il a le potentiel d'envoyer cette information. Et s'il y a quelqu'un maintenant qui veut l'écouter, le nœud maître va lui permettre d'établir une communication. Parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup d'informations à envoyer en temps réel, en particulier des informations à envoyer pour chacune des trois caméras. Ça fait beaucoup de fichiers qui auraient des paquets de données qui auraient une taille importante pour ne pas être reçus par personne au bout du compte. Donc, je suis presque sûr que si tu n'écoutes pas, il n'y a rien qui se passe. Mais dès qu'il y a une communication qui est établie, là, cette fois-ci, tu vas pouvoir avoir l'information que tu veux. Donc, ça, c'est un exemple de message. Donc, justement, qu'est-ce qui rend, en fait, Ross aussi flexible? C'est que les messages ont une structure très stricte. Donc, si je veux envoyer un message sur le topic John States, il est obligé d'avoir cette structure-là, sinon il n'est pas envoyé. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une commande echo dans Ross pour afficher les John States. Là, maintenant, ça m'affichait à une fréquence assez élevée à chaque fois que le robot publiait quelque chose sur John States. Moi, j'étais capable de le lire. Donc, je recevais l'information d'abord sur le temps auquel le message a été envoyé, et après ça, l'information sous forme de dictionnaire en Python pour chacune des articulations, leur valeur numérique, pour la position, la vitesse, le couple, et ainsi de suite.
Donc, de la même façon, si ça avait été un autre robot qui voudrait envoyer la même information, il aurait fallu qu'il envoie ce même format, donc avec un header et après ça un dictionnaire qui fait correspondre une entrée, le nom de l'articulation à la valeur numérique qui y correspond. Donc, ça permet justement de rendre les messages indépendants de la machine qui roule le programme. Donc, tout ce que nous on reçoit, c'est un message, et on ne sait pas nécessairement de qui il est envoyé non plus. Donc, quand on dit justement que le paradigme de communication, c'est de plusieurs à plusieurs, justement, c'est à sens unique et ça nous permet de faire abstraction du matériel qui envoie le message. Tu reçois le message, tu es abonné, c'est quelque chose qui est publié. S'il n'y a rien qui est publié, ben, tu ne reçois rien. Alors ça, c'est justement un exemple comment s'abonner à un message en ligne de commande. Mais ce n'est pas vraiment utile si on veut faire la programmation. Donc j'ai reproduit ce résultat-là avec Python. Donc il y a des librairies pour Python dans ROS. Alors par exemple, pour être capable d'afficher l'information du topic ici, Robot Translate, j'ai une fonction même qui fait juste rouler en continu et avec l'équivalent d'une interruption qui, à chaque fois qu'elle reçoit un message dans le topic correspondant, va afficher le message. Donc ça me donne le même résultat. J'ai maintenant un programme qui roule en permanence, qui écoute s'il y a quelque chose d'écrit dans le topic Translate. Si c'est quelque chose d'écrit, il l'affiche. À l'inverse, si je veux envoyer une commande au robot Baxter, ben je vais écrire ce qu'on appelle un publisher. Donc, il va envoyer un message au topic robot lim write join command. Et le message que je lui envoie, en l'occurrence, c'est une consigne. Par exemple, bouge l'articulation write S0 à la position 0. Et je suis en mode 1 parce que je veux que ce soit une commande en position. Donc, après, si j'ouvre un autre terminal et je m'abonne au message, je vais voir que j'envoie mode 1, commande 0 et articulation write S0. Donc, étant donné que là, en ce moment, il roule ce code-là encore une fois dans une boucle infinie, oui, j'envoie le message, oui, il va se rendre, mais ça ne sert pas à grand-chose, encore une fois, parce qu'au bout du compte, on n'est pas capable de détecter qu'il se rend bel et bien à la position voulue, on n'est pas capable de détecter qu'il est rendu, donc il faut arrêter le programme, et en plus de ça, donc, il existe des façons beaucoup plus simples de le faire, en fait. Parce que une des choses qui existent généralement pour un programme complexe, c'est des librairies qui simplifient la tâche. Donc, on peut remplacer tout le publisher que j'ai réalisé à la slide précédente. On peut le remplacer ici par une ligne qui demande d'importer le module Baxter Interface. Après, on crée une instance de la classe lim et on envoie la consigne en utilisant la méthode move to join position de cette instance-là. Et donc, c'est ça la façon la plus simple, en fait, de faire bouger le robot. On enregistre des coordonnées articulaires, on se crée des consignes, et après, on envoie les consignes articulaires une par une pour faire bouger le robot. Alors, une démo rapide du résultat. On a le robot ici, justement, il y a plusieurs positions intermédiaires pour se rendre jusqu'à la bouteille. Éventuellement, il arrive, il la saisit. Après ça, il la déplace. Avec l'autre main, il se déplace à une nouvelle position articulaire. Il ferme la main, il bouge, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on pourrait le faire avec des publishers et des subscribers. Une façon plus simple, c'est d'utiliser les bibliothèques par défaut du Baxter dans ROS. Mais un des inconvénients, vous voyez probablement, c'est que le robot doit s'arrêter à toutes les positions intermédiaires. Donc, si je remets initialement, par exemple, quand on approche de la bouteille, ici, il s'arrête à cette position. Après, il avance un peu la main. Il s'arrête à la position intermédiaire qu'on a fixée et il continue, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose avec lequel on n'était pas vraiment satisfait du point de vue de la performance du robot. Donc,
ce qui m'a amené à expérimenter avec d'autres façons de commander le robot en position articulaire. Encore une fois, j'ai essayé de jouer un peu avec le publisher et les subscribers. Donc cette fois-ci, je l'ai publié une certaine commande, mais je lui disais de s'arrêter quand il atteignait la position voulue avec une certaine erreur. Donc ce qui me permettait en fait de passer d'un point à un autre sans s'arrêter pour atteindre exactement une valeur, une erreur nulle, parce qu'il pouvait tout de suite passer au point suivant, même si l'erreur était dans un certain range acceptable. Alors, ça donnait quelque chose de beaucoup plus rapide. On peut voir ici. Donc, initialement, là, il se positionne avec beaucoup de précision, donc ça prend plus de temps. Mais lorsque je demande de déposer l'objet, les positions intermédiaires ici ont plus de tolérance, donc ils ne s'arrêtent pas aux positions intermédiaires. Et moi, j'ai fait ça avec les publishers. Je me suis rendu compte, encore une fois, que j'ai perdu un peu de temps parce qu'on peut passer, encore une fois, la méthode Move to Joint Positions avec un paramètre additionnel, le paramètre Threshold, qui permet de définir le seuil d'erreur avec lequel on veut atteindre la position. Donc, ça nous aurait permis, encore une fois, de gagner un peu de temps. Par contre, là, ça marche. Oui, excuse-moi. Oui, non, je me demandais, là, est-ce que c'est comme en boucle ouverte, en fait, ou est-ce qu'il y a... Oui, ça, c'est en boucle ouverte. Il n'y a pas de détection vraiment qui se fait au niveau des objets? Non, mais ce serait possible de le faire, notamment avec le capteur infrarouge qui est situé dans la main du robot. On pourrait savoir si on est proche d'un objet. Une caméra de reconnaissance visuelle, ça se fait aussi. Mais oui, tous les exemples que tu as vus jusqu'à maintenant, c'est en boucle ouverte, et c'est en boucle ouverte articulaire. Donc, on enregistre une position articulaire, on dit d'aller à cette position articulaire-là. C'est effectivement quelque chose que je n'avais pas précisé. Sinon, justement, ce qui m'intéressait également, c'est la commande, encore une fois en boucle ouverte, mais en position cartésienne cette fois-ci. Donc, le robot, il publie, comme je l'ai vu, comme je l'ai montré, le topic Joint States. Il publie également, il possède également ce qu'on appelle un service. Donc, c'est quelque chose qui a été rajouté dans OS pour permettre de temps en temps une communication bidirectionnelle. Donc, contrairement à un nœud qui possède des topics qu'il émet en tant que publisher, d'autres topics qu'il écoute en tant que subscriber, on peut également avoir ce qu'on appelle un service. Dans ce cas-ci, le nœud, un nœud va communiquer avec un autre en envoyant une requête dans l'attente d'une réponse. Donc, on peut se servir, par exemple, du Baxter pour envoyer une requête de résolution de cinématique inverse. Donc, on y dit qu'on veut atteindre une certaine position cartésienne cette fois-ci, et le robot, en retour, va envoyer l'information sur la position articulaire qui correspond à cette position cartésienne dans l'espace de travail. Puis après, on lui dit d'aller à cette position articulaire-là. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais le problème, c'est que l'appel du service de cinématique inverse prend un peu de temps dans le programme. Donc, plutôt que de faire la commande en position, de dire aller à une certaine position cartésienne, ce qui marchait mieux, et ce qui était le plus facile en fait, c'est de faire la commande en vitesse cartésienne. Donc, lui rentrer une certaine vitesse, et parce que les vitesses sont plus faciles à transformer du système articulaire au système cartésien, donc juste à passer par la jacobienne, alors que si on essaie de passer des positions du mode cartésien au mode articulaire, il faut résoudre un problème de cinématique inverse. Donc, pour la commande en vitesse cartésienne, encore une fois, je peux vous faire une démonstration ici avec le joystick. Donc, ça a été une situation un peu d'intégration plus complexe. Alors, c'est juste une démonstration, mais l'idée étant qu'on se sert de l'écran pour contrôler, c'est la caméra qui est fixée à l'extrémité de la main du robot, dont on projette l'image sur l'écran, et on se sert après du joystick pour se déplacer dans les 6 degrés de liberté, donc les 3 translations, on peut changer l'orientation également.
Et donc, on rentre la commande via le joystick en mode de vitesse cartésienne dans le référentiel de l'outil. Donc, faire ce programme-là, ici, ça nécessite la création de plusieurs nœuds. Donc, premièrement, la création d'un nœud qui va agir comme pilote du joystick. Alors, c'est un nœud qui est situé sur l'ordinateur, il a la position du joystick connecté par USB et il publie un message dans ROS qui comprend la position de chacun des boutons et chacun des contrôles du joystick. Oui? Je vais bien saisir, c'est quoi un nœud? C'est comme une classe? Non, un nœud, c'est un processus. Donc, c'est un programme, en fait, qui peut rouler à différents endroits et il va recevoir l'information en définissant un subscriber, il va envoyer l'information en se définissant un publisher. Donc, dans ce cas-ci, je trouve que ça me prend 3 terminaux. Un pour envoyer l'information du joystick, un autre qui va recevoir l'information du joystick et qui va envoyer une commande au robot. Un troisième nœud qui va recevoir la caméra du robot et l'afficher sur l'écran de mon ordinateur. Donc, dans l'autre direction. Alors ici, l'idée était effectivement, à partir des paramètres du navet d'Artenberg que je vous ai montré précédemment, on est capable de construire la matrice jacobienne. On est abonné au topic joystick qui est publié par le nœud correspondant. On est abonné à la position articulaire du robot. Et à partir de toutes ces informations-là, donc à partir de la position du robot, on calcule la jacobienne. Et à partir de la commande du joystick, on a les déplacements démesurés dans l'espace cartésien. Donc, on inverse la matrice pour avoir les déplacements articulaires désirés et que l'on publie après en tant que consigne pour les vitesses. Alors, l'inversion de la matrice ici est un peu plus tricky que d'habitude parce que c'est une matrice qui est 6 par 7. Donc, ce que je fais, c'est une inverse généralisée, mais je rajoute un paramètre d'amortissement. Donc, lambda ici, c'est quelque chose qui permet de diminuer la vitesse articulaire lorsqu'on approche d'une singularité. Donc, le lambda est fonction du nombre de conditions de la matrice jacobienne. Donc, lorsqu'on est loin d'une singularité, le lambda vaut 0. Alors, c'est comme si on était en train de prendre la pseudo-inverse de la matrice jacobienne. Mais lorsqu'on se rapproche d'une singularité, on a un paramètre d'amortissement qui nous permet de diminuer les vitesses jusqu'à temps que, quand on est vraiment proche d'une singularité, on ne soit plus capable de se rapprocher du tout de l'endroit problématique. Donc, c'est une technique qui s'appelle les moindres carrés amortis. L'avantage, justement, c'est que ça évite d'envoyer des commandes qui pourraient endommager, par exemple, le robot lorsque le déterminant de la matrice jacobienne se rapproche de 0. Alors, au final, c'est un peu ça que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, les différents modes de déplacement. Alors, commande en position cartésienne, articulaire, commande en vitesse. Il y a beaucoup de choses encore très intéressantes à explorer. Par exemple, la commande en couple. Donc, en fait, quand je parle de mode 3 et de mode 2 pour la commande en vitesse, c'est dans le publisher de la commande, la consigne articulaire. Mode 1, ça envoie une consigne en position articulaire. Mode 2 va envoyer une commande en vitesse. Il existe un mode 3 qui, dans la documentation, est mentionné comme étant un mode avancé. Pour l'instant, je fais attention, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant éventuellement pour de la commande en impédance ou en admittance. Essayer d'utiliser la commande en couple du robot, étant donné qu'il y a des capteurs. Également, quelque chose d'intéressant, c'est de regarder la planification de trajectoire et la visualisation du robot en temps réel. Donc, ça pourrait rajouter de l'information additionnelle. La reconnaissance visuelle, c'est quelque chose qui peut être exploré également.
Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part, parce qu'on a un robot et ce serait dommage de ne pas s'en servir. Et mes impressions personnelles sur le Baxter, donc j'ai beaucoup appris. Puis, alors tout de suite, je remarque qu'il y a un potentiel pédagogique élevé parce que ça permet d'apprendre le ROS, qui est un outil de communication, une plateforme logicielle qui est de plus en plus utilisée dans le domaine de la robotique. Il y a un grand nombre de libertés d'entrée-sortie à contrôler et donc ce qui augmente les possibilités. Et finalement, je liste parmi les avantages de la construction sécuritaire, mais forcément, ça vient avec le désavantage d'une précision qui est réduite. Donc, quand j'ai fait mes expériences avec essayer de saisir la bouteille ou encore les bouts métalliques, il fallait que ce soit exactement à la bonne position. Et encore, parfois, le robot se positionnait à quelques fractions de millimètres de différence. Donc, ni la rapidité ni la précision ne sont différentes. Et finalement, donc, on a en ce moment, le code n'est pas très optimisé, c'est le code que moi j'ai écrit, et je n'ai pas l'impression non plus que les fréquences que le Baxter publie ces sujets sont très élevées non plus. C'est quelque chose qui est potentiellement prêt à améliorer, mais on est quand même loin du temps réel en ce moment. Juste comme exemple, en ce moment, le topic de John Positions, que j'utilise tout le temps pour connaître la position actuelle, est publié à environ 100 Hz, ce qui est pas mal loin du temps réel. Parce qu'il faut rajouter le temps de calcul que moi ça me prend pour inverser mes jacobiennes et tout ça. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, j'espère que ça aurait été instructif. Je ne vais pas rendre ça plus compliqué que ça l'est. Au bout du compte, quelque chose à retenir, c'est que souvent, c'est intéressant de voir comment ça marche au bas niveau, mais après ça, il existe souvent des packages, par exemple, de haut niveau, qui offrent la même fonctionnalité, mais qui gagnent à être utilisés optimalement si on sait comment ça marche à un niveau un peu plus bas. Mais pour quelqu'un qui voudrait utiliser ROS ou Baxter, il existe justement des packages qui vont simplifier la vie. Merci beaucoup.